Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la littérature policière, à ma droite, Yves Chicouenne pour son premier roman, qui s'intitule Rue Le Gendre, et Ahmed Thiab, qui en est lui à son 8e roman. Si je ne m'abuse, c'est le 7e polar, c'est ça, sur les 8. Ça fait 7. Ça fait 7, hein, bon. Qui s'intitule donc Entendez-vous dans les campagnes. C'est le second volet de Pour donner la mort, tapez 1. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Tout d'abord, j'ai essayé pour cette rencontre de trouver un petit peu les points communs entre ces deux livres. Ça n'a pas été simple. Et en fait, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça veut dire aussi que le roman policier est très très divers, qu'il a énormément de sous-genres. Et ces deux ouvrages, en fait, illustrent vraiment la différence et les genres possibles dans lesquels on peut travailler lorsqu'on est sur un polar. Donc, je vais le mettre quand même. Pour résumer très rapidement, hein, parce qu'on ne va pas spoiler, comme on dit, l'ouvrage de Yves Chicouenne, c'est en gros, on a un héros, un crime, plusieurs personnages dont les existences sont décrites par le prisme du meurtre, puisque, bien sûr, on a besoin d'un meurtre dans le polar. Donc, toutes ces existences sont reliées par des fils invisibles qui vont être tissés au fur et à mesure que le lecteur avance dans l'ouvrage, et qu'il cherche à comprendre en même temps que l'auteur déroule son histoire. Chez Ahmed, on a également un héros, un crime, des disparitions, des personnages très divers, également à travers lesquels on a une sorte de miroir de la société. Il dresse un portrait très réaliste de pas mal d'aspects actuels, de la société actuelle, sur lesquels on reviendra et qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Donc ces deux romans, même dans leur différence, ces deux romans, et dans leur structuration, dans leur façon d'être, ont déjà ce point commun de donner une image plus complexe de la société, avec un roman plus individuel, pour Yves, on verra si vous êtes d'accord, et un autre peut-être plus social, pour Ahmed. Mais les deux révèlent vraiment l'image de la société, de tout ce qui la traverse, des possibles trajectoires que chacun peut emprunter en fonction des circonstances familiales, sociales, sociétales, etc. Déjà, je vais peut-être m'arrêter là et vous demander si cette petite première introduction vous va et si vous avez des choses à en dire. Peut-être Yves ? Je ne sais pas si ça... Oui, je pense que c'est bon. C'est bon? Est-ce que ça... Et là, c'est bon? Alors, c'est pas forcément facile de réagir comme ça à chaud. Je dirais que, bon, j'ai lu le roman d'Ahmed et je souscris effectivement au fait en auto-analyse qu'effectivement le mien est peut-être plus individualiste que individuel, oui, je veux dire dans l'approche des problèmes sociaux. Maintenant, bon, c'est vrai que moi, dans le milieu dans lequel j'étais, on voyait beaucoup de choses et que donc effectivement je me suis appesanti sur un fait à partir duquel j'ai brodé, hein, puisque c'est quand même le propre du roman, c'est de savoir broder une histoire, et que effectivement on peut se servir après du fait qu'on brode pour aborder des thèmes qu'on n'approfondit pas forcément parce que c'est pas le sujet, mais qui sont des thèmes plus individuels comme le divorce ou des choses comme ça. Voilà. Donc je souscris à cette idée. Oui, c'est... enfin, dans mes romans, j'ai toujours besoin de piquer un petit peu la société à travers les personnages et à travers ce que je décris. Donc à partir de là, pour moi c'est ça qui peut créer un intérêt, c'est-à-dire de décrire une société un peu rugueuse, d'écrire des personnages qui ont des traits très acérés parfois, et j'insiste beaucoup sur ces défauts-là. Et c'est vrai que dans ce livre particulièrement, je
me suis fait une balade un peu dans la France qu'on dit, la France des territoires oubliés, parce qu'on parle que de ça en ce moment. Et j'ai dit pourquoi pas ne pas parler de ces gens-là, de cette France périphérique, des villes moyennes, et de ce qui s'y passe. Et évidemment, entrer dans cette histoire-là avec la disparition d'un adolescent dont on retrouve le corps quelques jours après dans la forêt. Et évidemment, ce genre d'histoire ne peut se passer que dans la campagne, parce que dans les villes, dans les forêts, on ne retrouve pas les corps dans les forêts au milieu des routes. Donc ça tombe bien. Et d'autre part, il a fallu créer cette disparition pour raconter cet environnement. Et tout de suite, je suis rentré dans cet environnement par une journaliste, qui est le deuxième personnage du roman, et qui est une journaliste de chaîne d'info continue. Donc vous voyez, on est toujours dans cette espèce de vision critique un peu de notre société, mettre en parallèle ce qui se passe dans les villes périphériques, les territoires un peu oubliés, et puis ce qui nous est rapporté de ces territoires, c'est-à-dire cette espèce de matraquage d'informations par les infos, par les chaînes d'infos continues. Je peux. Alors, je comptais en parler un peu plus loin, mais ce qui était très intéressant, en fait, c'est de constater que dans vos deux bouquins, il y a cette fameuse journaliste, cette femme journaliste, cette jeune femme journaliste. C'est un personnage récurrent, en fait, dans vos deux romans. Et je me suis interrogée, je me suis dit, tiens, c'est étrange, quoi. Pourquoi, d'un coup, cette figure apparaît, hein? C'est donné le nom. Non, c'est très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était vraiment très intéressant de constater que, voilà, un personnage comme ça, récurrent, à côté du héros, du meurtrier éventuel, du malfrat, il y a cette journaliste dans les deux. Et les deux se ressemblent vraiment. Hein, c'est pas de la jeunesse, que ce soit des femmes, etc. Mais elles se ressemblent. Alors c'est amusant parce qu'encore une fois, comme je le disais, donc j'ai lu effectivement le roman d'Ahmed et je trouvais effectivement qu'il y avait des points de convergence sur ce point-là. Après, je dirais que la journaliste chez moi, elle est une façon commode aussi de faire rentrer l'intrigue du roman en liaison avec le personnage de la brigade de sapeurs-pompiers. Donc c'est presque un support intéressant, mais après on se laisse, c'est ça aussi qui est amusant, c'est qu'on se laisse prendre un peu par ces personnages et on s'aperçoit qu'on a fait le bon choix. Donc ça continue comme ça. Mais je dirais que voilà, au départ, cette journaliste-là, je me souviens plus vraiment pourquoi j'ai pris cette journaliste et j'ai pris ce journal, mais en fond, il y avait quand même un besoin de rentrer, d'établir un lien avec cet officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui est quand même plongé dans l'intrigue et de faire sortir l'intrigue du milieu de la BSPP. C'était un moyen commode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la jeune journaliste? Oui, la journaliste, pour moi, c'est un peu l'émanation de cette mode des chaînes d'infos continues. Donc on passe de Miss Météo sous la pluie, on se prend des trompes d'eau et puis tout de suite s'ouvre à nous la possibilité de faire un reportage sur le terrain. Alors c'est de l'ambition pure. Hein. Pour moi, cette journaliste, c'est l'archétype de la journaliste ambitieuse qui veut absolument prendre du galon pour se retrouver grand reporter un jour, à savoir. Et donc commencer par des petites affaires comme ça, faits divers, chez écrasé, pourquoi pas. Et j'en ai fait un peu l'archétype de cette journaliste très ambitieuse qui vient d'un milieu très élitaire. D'ailleurs, je lui ai donné un nom à rallonge. Marie Aliénor. Marie Aliénor de Castel-le-Fronteau, la triple particule. Et donc, une société très élitaire, mais qui vient, en fait, comment dire, j'ai oublié le terme, mais elle vient toucher un peu la France profonde. Hein, elle vient peut-être pas s'encanailler, mais
venir voir un peu ce qui se passe au-delà du périphérique, quoi. Et cette ambition est tombée sur une affaire du genre Petit Grégory, quoi, un truc qui va faire du feuilletonnage, en fait, cette critique du feuilletonnage dans les disparitions d'enfants, dans les villages et tout ça. Et je trouvais que c'était un personnage important intéressant de mettre une ambitieuse comme ça, et en plus la mettre dans les pattes d'un flic, parce qu'elle va essayer de lui soutirer des informations pour sa propre carrière, voire un petit peu de séduction, sauf qu'elle est mal tombée parce que mon flic est homosexuel. En même temps, elle est touchante. Moi, je les trouve toutes les deux assez ambitieuses, etc. Mais elle est vraiment touchante. Et, en tout cas, elle fait bien, comme tu dis, l'intermédiaire entre finalement, la société, certaines sociétés et puis alors, pour revenir, du coup, je reste sur la question des personnages, parce que c'était un aspect aussi qui m'a beaucoup intéressé dans vos deux romans. Et bien que j'ai dit qu'il était plus individuel, ça ne veut pas dire du tout qu'il est moins riche, pas du tout. Au contraire, je trouvais que, je trouve que dans les deux romans, il y a une panoplie en fait de personnages très riches. Et c'est ça aussi qui est un peu, qui fait un peu la différence. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un du public entre les polars du 19e, début du 20e, où on avait il faut résoudre l'énigme, on a un héros et puis c'est tout, quoi. Et maintenant, et là votre bouquin illustre vraiment ça, on a une panoplie de personnages très denses et qui sont vraiment des reflets de la société. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important. Et en même temps, avec leur expertise à tous et à chacun. Donc toi, Ahmed, c'est le flic avec tous les rouages de la machine judiciaire, mais voilà. Et bien sûr, Yves, tout l'aspect sapeur-pompier, dans le cadre de Paris, etc. Donc, bien sûr, on ne peut pas éviter de parler un petit peu des sapeurs-pompiers et de ce que vous en connaissez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre héros, Étienne, qui est donc sapeur-pompier de Paris Alors, bon, c'est un capitaine de sapeurs-pompiers qui exerce le commandement d'une compagnie donc de sapeurs-pompiers dans le nord de Paris. Alors le nord de Paris qui est considéré comme étant le terrain le plus favorable à des interventions très diverses dans la brigade sapeurs-pompiers de Paris. On va dire c'est la rive droite, peut-être parce que c'est le côté le plus populaire de Paris, donc avec plus d'incendies, plus de secours à victimes, voilà, beaucoup plus de choses qu'il peut s'en passer sur, entre guillemets, si en exagérant un peu, la rive gauche. Ceci dit, le personnage du capitaine, pour répondre à votre question, c'est un personnage, je dirais, tout à fait, pas banal, mais standard, et je l'ai voulu comme ça d'ailleurs, dans l'univers des commandants de compagnie de la BSPP. Parce que l'objectif, donc, c'était effectivement d'avoir des personnages qui soient quand même le plus proches de la réalité, autour de ce que moi je considère comme extrêmement important dans un roman, autour de l'histoire, de l'intrigue. Voilà, donc voilà, la BSPP, après, la brigade sapeurs-pompiers de Paris, c'est une grande unité qui couvre Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, et qui comporte environ une petite dizaine de milliers de sapeurs-pompiers qui sont répartis dans 25 alors maintenant je ne sais plus combien il y en a, mais au moins 25 compagnies, et chaque compagnie traite un secteur de Paris et un secteur de la proche banlieue. Et le capitaine de Kerlev commande une compagnie qui couvre donc la butte Montmartre et les quartiers qui se trouvent autour de la butte Montmartre, c'est-à-dire une petite partie du 17e, Clichy-la-Garenne, Saint-Ouen, et dans cette partie du 17e, il y a une rue qui est très très connue des sapeurs-pompiers de Paris et qui s'appelle la rue Legendre. J'en parlais à midi avec je ne sais plus qui. Voilà, d'où le... Merci. Ahmed, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ce côté expertise, en fait, qui est quand même un aspect vraiment important du polar, donc on voit quand même que vous savez de quoi vous parlez. J'aimerais rapporter aussi quelques éléments de ma lecture de Rue Legendre de Yves. Et, je suis toujours très impressionné par l'expertise. On sent qu'à travers une économie de mots,
les gens qui connaissent leur métier, qui connaissent de quoi ils savent de quoi ils parlent, dans une économie de mots, ils arrivent à vous mettre tout de suite dans l'histoire. Parce que quand on connaît bien son domaine, on n'a pas besoin de trop de mots, en fait. On a besoin de très peu de mots. Et ces mots-là sont tellement bien choisis parce que justement, celui qui écrit ces mots-là sait de quoi il parle. Et là, j'ai retrouvé ça dans l'histoire de Rue des Gendres de Yves. Et puis, surtout, il y a aussi autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de mettre des pompiers dans une enquête policière. C'est vrai, pourquoi pas, parce que souvent, c'est les premiers qui arrivent sur des scènes de crime, ou sur des scènes d'accident, ou n'importe. Donc, on parle de flics, on parle de journalistes, mais c'est pas eux qui interviennent les premiers. Les premiers, c'est soit le SAMUS, et souvent, c'est des pompiers. Et j'ai trouvé ça très judicieux, en fait, de faire intervenir un pompier dans une enquête policière. Je sais pas, enfin, je ne suis pas un grand lecteur de polar, mais je ne crois pas qu'il y ait déjà eu un précédent dans ce sens-là. Donc j'ai trouvé ça bien, intéressant. Merci, Tu voulais rien ajouter sur... Non, ça va. Ok. Donc, je reviens au personnage d'Étienne, donc le personnage de Yves, qui est donc le sapeur-pompier, hein, c'est comme ça qu'on dit, le capitaine. Donc, comme dit Ahmed, il intervient donc, sur une scène de crime, et en fait, c'est par le hasard de ce crime, qui aurait pu ne pas le concerner, finalement, qu'on va suivre une affaire, multiples rebondissements, et qui vont transformer ce personnage, Étienne, qui vont transformer son passé et son présent même. Bien sûr, il va apprendre des choses, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais alors, ce qui était intéressant, parce que j'ai travaillé un peu à cette table ronde, c'était, comme je vous l'ai dit, de chercher un petit peu les points communs entre vos deux cas. Et donc, il y avait cette idée de passé. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, l'intervention, je ne sais plus, il y a quelque chose du passé et du présent. Sur le coup, j'ai pas trop. Je me suis dit, là, peut-être que Corinne est allée un peu loin parce que c'est ce point commun, mais en fait, j'ai trouvé quand même un point commun sur ce thème-là. Pour moi, donc, Étienne va être complètement transformé, hein, poste de révélation, etc. Donc, voilà, il y a vraiment un lien entre le passé et le présent. Je vous demanderai peut-être si vous voulez en rajouter quelque chose. Et chez Amel, en fait, il y a l'autre fille qui, lui, est tellement pris par des douleurs corporelles, psychologiques, qui sont liées aussi à son passé, et qui ont donc une incidence claire, selon moi, sur la manière, en fait, non seulement dont il voit la société, mais également de la manière dont il mène son enquête, en fait. Donc il y a vraiment une importance, une influence, un impact du passé chez les deux héros, qui est intéressant. Pas forcément, ça ne joue pas au même niveau peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment ce lien entre passé et présent. Et peut-être, si vous avez quelque chose à en dire, on est preneur. Oui. Alors c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir comment les choses peuvent être analysées sur un plan extérieur. C'est vrai que chez toi, il y a un passé, mais il y a surtout une ambiance du personnage aussi. Je dirais, alors le personnage est écrit, c'est quelque chose comme quoi chacun a vraiment son style et s'oriente vers des terrains de prédilection. Enfin moi j'avoue sans forfanterie, on n'est pas là pour jeter des fleurs, mais je n'aurais pas été capable de faire une description d'un personnage souffrant, souffreteux, de manière qui, je dirais, avec autant de précision et de réussite que l'a fait Ahmed. Je dirais que c'est pas mon truc. Mon truc, c'est plutôt, je dirais, d'aller fouiller dans le passé de quelqu'un directement, de façon plus descriptive, sans pour autant aller décrire le personnage, parce que, bon, voilà, c'est pas mon truc. Donc, par contre, l'analyse que vous faites, effectivement, sur l'importance du passé, sur la façon dont les personnages vivent dans le roman, effectivement, elle est intéressante. C'est vrai que dans les deux romans, on a, je vais laisser Ahmed parler sur le sien, mais dans les deux romans, on a effectivement un passé qui explique l'attitude du personnage et qui se veut effectivement l'expliquer. Tout à fait. Qui va modifier, en fait. Et qui modifie la personne. Tout à fait.
concernant le personnage de l'autre fille, enfin, j'ai un peu plus de... Bon, c'était un peu plus facile pour moi parce que ce personnage-là, il existait déjà dans d'autres romans. Donc il a déjà un passé, du point de vue littéraire pour moi. Il vient pas de nulle part. Et dans ce dernier livre, je rappelle un peu les souffrances qu'il avait endurées. Et il est vrai qu'à la fin du premier livre, parce qu'il y a le premier opus, à la fin de ce premier livre, il lui arrive des bricoles pas sympas du tout. Et donc j'ai décidé de le réparer dans ce bouquin-là. Mais j'ai pas réussi. Donc j'en fais toujours une espèce de personnage complètement bancal. Il a constamment envie de se tirer une balle dans la tête aussi. Il faut lire l'histoire pour savoir pourquoi. Et donc c'est un personnage bancal que je balance dans un environnement glauque. Vous voyez le truc. Donc ça fait globalement ça fait un truc très bizarre. Et en plus de ça, ma seule motivation de choisir ce coin-là du Morvan à côté du parc national naturel du Morvan, c'était que je voulais écrire une histoire dans le brouillard. J'ai regardé les statistiques nationales de la météo, et c'est tout bête des fois un commencement. Merci de ne pas avoir choisi la Bretagne. Mais... non, mais statistiquement, enfin les statistiques sont redoutables, c'est l'endroit où il y a le plus de brouillard en France par an. Donc j'ai dit, c'est là que se passera mon histoire. J'ai inventé un coin pour ne pas stigmatiser les gens, parce que c'est idiot, mais le personnage de l'autre fille, il a déjà un passé chez moi, donc c'est beaucoup plus facile. Par exemple, le personnage de Yves, lui, il a fallu lui créer une espèce d'histoire instantanée, donc raconter son histoire. Mais je ne doute pas que dans le prochain bouquin, il va rebondir sur cette histoire-là pour le faire partir dans une espèce de futur avec une histoire, quand je m'entends. Tu me lances. Alors, si vous permettez, je vais lire parce que je trouve que ça illustre bien ce que vous venez de dire. Et il y a un petit chapitre 14 chez d'Ahmed qui fait 2 pages, mais je ne vais pas lire les 2 pages, je ne vais pas vous infliger ça. C'est très bon, mais c'est juste que je ne dis pas très bien. Et ça va vous donner un petit peu l'ambiance et l'esprit de l'autre fille. Un plongeon dans le vide, la tête dans un sac. L'autre fille Benatar revit l'instant de sa mort à chaque début de cauchemar. La suffocation provoquée par l'aspiration du gouffre, le vide glaçant du précipice, puis la réception sur le sol dur et implacable. Dans ses rêves, il tombe parfois sur une surface inconsistante, comme une substance cotonneuse devenant peu à peu aquatique, dont il sort la tête pour reprendre une respiration longue, comme une supplique de condamné. Cette fois-ci, il voit des silhouettes inquiétantes dans le brouillard. Un homme, de dos, marche devant lui d'un pas rapide, malgré l'herbe haute et humide qui se métamorphose en une forêt mangeuse d'enfants. L'autre fille court pour essayer de rattraper, c'est Franck. Il revoit son visage, le fixe droit dans les yeux. Il lui parle, mais aucun son ne sort, sa voix est étouffée. Il est bâillonné par un ruban de brume. Il ne boite plus, il vole. Il pose enfin sa main droite sur l'épaule de son compagnon. Sur sa main apparaît une étrange marque géométrique qui laisse une empreinte cuisante. Ça le brûle. Il retire sa main. L'autre fille entend la voix de sa mère avant de s'éveiller enfin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà je trouve que c'est sublimement écrit. C'est vraiment très très beau. Hein. Et c'est vraiment tout le personnage de l'autre fille. C'est vraiment la moitié du bouquin. On l'avait perçu comme ça, et là vraiment c'est. Bon, j'ai pas lu la totalité du chapitre, mais vraiment c'est ça. Et c'est cette ambiance en fait, ce brouillard qui nous prend en fait dès le début. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. En fait, ce bouquin-là, il a donc il y a le brouillard, du moment, etc. Et il y a aussi dans l'histoire et dans la façon dont tu présentes les choses, etc., une forme de brouillard aussi. Et ce qui fait que, je te l'ai dit aussi, qu'on met plus de temps à entrer dedans, comme s'il y avait. C'est pas une critique, c'est juste que, à la différence de tes autres romans, ça n'est une. Non, moi j'ai trouvé que c'était plus difficile d'entrer dedans. Et du coup, le fait d'en avoir parlé avec d'autres qui l'ont lu et qui. Finalement, c'est vrai que c'est très bien parce que finalement, ça illustre vraiment ce que tu veux peut-être nous faire passer, cette espèce de chose, de chape qui envahit. Non, c'était pas. Si, enfin,
l'histoire de la brume, c'est vraiment, comme j'ai dit, le principe de ce bouquin. Et le deuxième principe, c'était d'essayer de réparer votre film. Et j'y suis pas arrivé, donc c'est un bouquin qui reste quand même, c'est une histoire qui est inachevée. Hein. Le gars, il est toujours bancal, il est toujours avec sa canne, et voilà. Et, souvent, j'aime pas les conclusions dans mes bouquins. J'ai eu l'occasion d'en lire quelques-uns. J'aime pas conclure, j'aime pas donner des solutions clairement, j'aime pas expliquer, décrire les choses et les expliquer. Parce qu'on n'a pas besoin, quand on lit un bouquin, pour moi, on n'a pas besoin de nous expliquer ce qu'on lit. On lit, on le ressent, c'est comme vous êtes en face d'un... C'est un peu présomptueux ce que je dis, mais quand vous êtes en face d'une œuvre d'art, on ne vous l'explique pas. Je veux dire, soit vous ressentez un truc, soit vous ne ressentez pas. C'est comme un bon verre de vin, soit vous trouvez ça bon, soit... Alors, on aura beau vous dire c'est un super cru, machin, bidule, mais s'il n'est pas bon, c'est bon. D'accord ? Et c'est ça, c'est ce ressenti-là. On n'a pas besoin de vous l'expliquer, parce que chacun va avoir son... Chacun va lire en l'occurrence le bouquin, à sa façon, et chacun va cheminer dans cette histoire à sa façon. Il y en a qui vont cheminer derrière le regard de Lutfi, hein, qui va marcher en boitant comme ça, et il y en a d'autres qui vont cheminer derrière le regard du gendarme, le petit kéké tatoué, ou bien derrière la journaliste, voilà, qui ne cherche qu'à faire un truc sensationnel pour sa rédaction, pour pouvoir monter en grade. Laisser ça comme ça, c'est très bien, parce que c'est la vie, c'est comme un jardin qu'on laisse vivre. On laisse pousser les choses. Oui, si je peux réagir par rapport à ce qu'a dit Ahmed, il y a quelque chose qui était assez révélateur. J'ai pas réussi à réparer le personnage de l'OVNI. Mais en fait, c'est là qu'on voit que en fait, les personnages concrets, alors tu me dis si tu n'es pas d'accord, mais ils nous échappent. C'est-à-dire que en fait, les personnages presque nous guident. Et c'est un phénomène, enfin moi, que je trouve assez curieux quand on écrit. Je pense que tout le monde, tous ceux qui pratiquent l'écriture le vivent à un moment ou à un autre. Au bout d'un moment, voilà. Quand je dis nous échappe, je m'entends, c'est-à-dire que ils prennent une vraie consistance et puis ils sont capables de nous orienter tels qu'on les a créés vers ce vers quoi on ne les destinait pas. Ça, je suis d'accord. Très bien. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'avais encore plein de questionnements, en fait, ou en tout cas de commentaires sur vos différents personnages. Je trouve qu'ils ont vraiment, on va tous les passer en revue, mais il y a vraiment il y a vraiment cette panoplie dont je parlais tout à l'heure, de personnages très différents qui révèlent plein de choses. On a beaucoup de la psychologie de ces différents personnages et donc vraiment un miroir vraiment de la société et de ce qui peut nous entourer. Alors, typiquement, Ahmed, tu parlais donc, des flics fachos, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour du centre de déradicalisation, donc voilà, avec tous les préjugés, etc. Donc l'histoire aussi des frères, des deux adolescents concernés, etc., qui eux aussi en fait véhiculent plein de choses plus ou moins positives, etc. Et ce qui est intéressant dans le fait d'avoir comme ça ce tableau de différents personnages, et pareil hein, dans les personnages également, ce qui est intéressant, c'est que on a un déroulé de l'intrigue avec donc, ces différentes nuances, et on avance en tant que lecteur, lectrice, on avance. Une fois, comme tu disais, on se positionne plutôt derrière l'un, plutôt derrière l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui crée finalement le suspense. Quoi. Donc, parce que quand même, on est dans un polar. Donc, même si le polar, c'est plus simplement on résout une énigme et voilà, c'est fini. Mais il y a quand même cette intrigue à résoudre. Et ce qui est intéressant avec tous ces personnages, c'est que parfois, on se dit ah, mais là, c'est lui. C'est lui ou quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, moi, je me posais la question, aussi bien pour l'un que pour l'autre, lorsque vous donnez des pistes, en fait, voilà, c'est plus sur la manière d'écrire et sur la manière d'introduire des choses, lorsque vous donnez des pistes, notamment à un moment donné, au milieu où Élise, la journaliste, disparaît, donc là, on se dit,
ok, d'accord, allez, j'ai compris, c'est bon, je sais exactement ce qu'il en est. Et puis finalement, c'est pas si clair, etc. Donc comment ça se construit ça? Est-ce que c'est des choses que vous allez dire, bon ben là je vais introduire un peu de fausses pistes pour que le lecteur se perde, ou est-ce que vous êtes conscient de ça? Comment ça se construit en fait? Je vais formuler ta question différemment. Est-ce que on scénarise en fait notre écrit? C'est ça Ben, c'est bon, enfin, vas-y si tu veux. Ben, c'est au-delà du scénario, je pense que c'est beaucoup plus précis que ça. Mais... C'est une forme de scénarisation. Une forme de scénarisation. Tu as des cadres et tu dis voilà ce qui va se passer. Là, je vais perdre mon lecteur page 173. Et là, je vais le retrouver page 193. Ben, si tu veux, ma question c'est est-ce que tu vas dans autant de détails justement dans le scénario? Oui, bien sûr. Tout ça est volontaire. Moi, je pense, je ne sais pas pour Yves, mais c'est un travail tout à fait volontaire et réfléchi. Après, il ne faut pas non plus faciliter le travail du lecteur. Que ce soit juste un loisir. Certes, c'est un moment de loisir et de plaisir, mais il faut aussi que le lecteur, comme je dis, se met derrière le personnage qu'il choisit pour se plaquer dedans. Et c'est ça qui embarque le lecteur dans une histoire, c'est parce qu'il se trouve identifié à quelque chose. C'est ça qui nous embarque quand on lit l'histoire. On n'est jamais détaché de l'histoire. Donc créer comme ça peut-être des fausses pistes ou créer des impasses ou carrément des sans-issue, pourquoi pas hein. Pour perdre un peu les lecteurs, oui, moi je suis d'accord. On peut même carrément finir le roman sans donner d'issue. Ça va vous débrouiller avec ça. Je suis complètement en phase. Je dis que écrire c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est comme en musique, on peut chantonner, on peut jouer, improviser sur son instrument, mais passer de la chanson, de l'improvisation à la composition, c'est autre chose. Et je pense qu'on peut pas honnêtement pas faire un roman si on n'a pas échafaudé un plan, construit les choses. Donc oui, il y a de la construction, il y a, pour reprendre le terme d'Ahmed, il y a forcément de la scénarisation derrière. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commandé à Noël à ma femme un grand tableau blanc parce que j'avais besoin de pouvoir coucher ma structure sur quelque chose qui soit assez visuel et qui me permette de le travailler. Si je pouvais écrire sur les murs, j'écrirais sur les murs pour pouvoir... Voilà. Donc, écrire, oui, mais au service d'une construction, de quelque chose qui est pensé. On ne va pas livrer au lecteur j'allais citer des auteurs modernes en vogue, mais je ne vais pas le faire. Donc il faut quelque chose de construit, c'est la base de tout. Alors, vous m'avez peut-être mal compris, parce que j'avais bien vu que c'était construit, scénarisé, etc. C'était vraiment dans le niveau de détail que je voulais avoir des précisions, en fait, sur les rebondissements multiples et variés, jusqu'à quel point, mais peut-être que c'est difficile de dire là, mais jusqu'à quel point vous pouvez ne pas vous laisser parfois déborder, parce qu'on entend des fois des auteurs de polar qui disent mais moi à un moment donné je me suis laissé un peu faire quoi. Donc voilà, c'était un peu mon idée. Et je pense que vos réponses c'est pas du tout comme ça que vous travaillez, mais voilà, c'était le sens de ma question. Bien sûr c'est construit, c'est scénarisé, c'est clair quand on nous dit. Je pense que, enfin voilà, c'est comme pour tout, la charpente doit être solide. Après, derrière, on peut l'habiller avec des choses qui peuvent de temps en temps venir comme ça au fil de l'histoire, mais la charpente doit être solide. C'est qu'on doit aussi... D'accord, il y a les charpentes, et puis il y a les détails dont tu parles. Et puis ces détails-là, je pense qu'ils changent en fonction de celui qui est derrière l'écran, enfin celui qui écrit. Et ça dépend de notre degré de perception en fait, de l'humain. Moi, lorsque je décris, quand je dois décrire une personne, je me base sur ce que moi je suis capable de c'est mon degré de perception, c'est-à-dire quel est mon degré de précision sur les gens quand je rencontre et je parle avec des gens et tout ça. Et il s'agit d'une espèce d'essence à tirer, vraiment la petite essence quoi, qui fera Je parlais tout à l'heure de l'économie des mots, pour ce qui était de la description des choses par rapport à l'expert. C'est un peu ça aussi.
C'est-à-dire que moi j'essaye dans une économie de mots absolument faramineuse, puisque j'écris toujours des petits bouquins, mes bouquins ne dépassent jamais 150 pages. J'essaie d'être économe dans les mots, essayer de faire l'économie de mots pour taper le plus juste, ou du moins le plus près possible de ce que je veux. Et ça dépend de... La précision, en fait, elle dépend de la précision de mon regard et de mon jugement sur les personnages que je décris. Non, je suis complètement en phase. Ok. J'avance aussi par rapport à ce que je voulais dire, mais en fait j'ai été surprise, là, parce que je me souviens plus, mais j'ai été surprise des phrases en italique dans ton bouquin. Il y a énormément de phrases en italique qui sont plus ou moins des pensées en fait de votre fille d'ailleurs. C'est essentiellement lui, c'est ça. Hein. Et il me semble que tu ne faisais pas ça dans les autres bouquins. Ou est-ce que je me trompe? Et, je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, mais moi. Et là, du coup, c'est intéressant parce que moi, je crois que tu le faisais pas. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a. Je vérifierai mieux. Mais du coup, je voulais savoir pourquoi, en fait. Pourquoi parce que tu parles d'économie de mots, etc. Mais il y a quand même, les 2-3 pages, une petite une ou deux phrases en italique où, en fait, tu délivres une phrase souvent très acérée, une pensée incisive sur ce qui est observé de votre fille, etc. Donc, je voulais un petit peu avoir des infos sur le pourquoi. Je ne sais pas si j'ai des raisons particulières, mais la première raison qui me vient à l'esprit, c'est justement c'est une façon de clore le débat sur une scène ou sur une vision. Le gars, il pense comme ça. Il a dit ça sous forme d'une phrase, et point barre, c'est comme ça. C'est une forme de résumé de situation. Plutôt que d'écrire en paragraphe, écrire 2 phrases de pensée, je pense que ça a beaucoup plus d'impact et de puissance que d'écrire une phrase ou un paragraphe où on va diluer justement notre idée. Le principe pour moi, c'est toujours d'essayer d'exprimer l'idée de la manière la plus directe et la plus simple qui soit. C'est pas pour le lecteur, hein, non, pas du tout. C'est pas pour simplifier la lecture, non. Il faut très bien écrire des trucs complexes et tout va bien. Et les gens les lisent aussi. Mais je suis comme ça. Je suis dans une économie de description et de... Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça rend, comme tu dis, tu la scène et on voit où on en est. Et surtout, ça rend aussi, je trouve que c'est très dynamique en fait. Ça rend le texte vraiment très très dynamique. C'est hyper intéressant parce que ça fluctue entre ce qui est raconté et puis donc, cette pensée là qui waouh, ah ouais quand même. Ah il en est là, il pense ça. Oui, d'accord. c'est ça, oui. Il a saigné de pensée et qu'importe si cette pensée elle ne convient pas aux gens qui la lisent. Il assume complètement et puis moi j'assume complètement ce que j'écris. Donc si je l'écris comme ça, des fois c'est peut-être pas bien aussi. C'est pas cool de dire ça. Il le dit, il l'assume. Parce qu'on est dans un livre, on est dans une fiction, on est dans la tête d'un gars, et ce gars-là, il faut qu'il se dépatouille avec ce qu'il a, quoi. Du coup, tu me donnes vraiment flambeau pour continuer sur, je sais, c'est des choses que parfois les auteurs n'aiment pas trop, mais voilà, la part de l'auteur quand même, la part de l'auteur dans tout ça, tu dis, c'est la pensée de l'autre fille, mais bon, moi je sais pas, je te connais un tout petit peu pour pas... mais des fois j'ai quand même, je me suis dit, mais ça c'est un mec. Donc, alors voilà, est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de, je sais pas, la distance que tu souhaites ou que tu mets avec tes héros et puis... ouais, c'est... Et après ce sera pareil pour lui, donc... Normalement il faudrait s'allonger pour en parler. Mais c'est vrai que la distance, pas la distance, c'est vrai que c'est ce genre de questions, on se les pose au début. Mais après, j'écris 7 bouquins dans lesquels j'ai toujours mis une part de moi. Pour moi, ça ne veut plus rien dire, cette histoire de distance. J'en tiens même pas compte.
j'assume ça complètement et... C'est-à-dire que j'imagine que c'est même pas, c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question. C'est plus une question. Au départ, je me disais, oui, tu devrais peut-être m'en mettre, moins parler de ça, plus parler de ça, plus de détacher. Peut-être qu'on va reconnaître certains de tes traits, mais c'est une précaution que je prends plus, en fait. Voilà. Tu t'assumes complètement, mais c'est ce qu'on sent en ton début dans... Oui, oui. Ouais, moi je trouve que c'est... Ouais, on entend ta voix. Mais il est vrai que j'ai toujours pensé qu'on fait, on écrit ce qu'on est, quelque part. Il y a un artiste, quand il crée un truc, il crée ce qu'il est, finalement, c'est son passé, c'est son vécu, c'est sa naissance, c'est ses parents, c'est ses liens avec les autres. Et pour l'écriture, c'est pareil. Il y a toujours une part de soi, il ne faut pas mentir. Après, quelle est la dose? Quelle est la dose de part de soi qu'on met dedans? On dirait l'autre, je ne sais pas. Après, j'ai arrêté de compter. Yves, est-ce qu'on peut avoir votre sentiment sur cette question? C'est votre premier roman, donc peut-être que vous voyez les choses un peu différemment. J'ai des difficultés à répondre à la question. Si elle tourne autour du détachement qu'on a vis-à-vis de ces personnages, pour continuer sur ce que dit Ahmed, on met toujours un peu de soi. Oui, là, je suis d'accord. En revanche, moi, mes personnages, je ne m'identifie pas à eux, je ne m'identifie pas non plus au capitaine de Kerlev, que j'ai brossé comme j'avais envie de le brosser pour les besoins de l'intrigue. Et notamment, il a les cheveux blonds et les yeux bleus, ce qui, si vous regardez bien, n'est pas vraiment mon cas. Non, mais je plaisante, mais en fait, je veux dire que en ça, j'ai un détachement par rapport à mes personnages que je prends et que je construis comme j'ai envie de les construire pour les besoins de l'intrigue. En revanche, les thèmes que je peux prendre, oui, je les prends en fonction de thèmes sur lesquels je peux avoir, à mon modeste niveau, réfléchi, ou sur lesquels j'ai envie de délivrer en filigrane un message. Parce que je rejoins complètement Ahmed sur ce qu'il disait, on n'a pas besoin non plus de donner des explications dans un roman. Par contre, on peut décrire des scènes, et puis le lecteur en pensera ce qu'il voudra, mais dans les scènes qu'on décrit, on sait très bien qu'on a voulu dire quelque chose, ou pas d'ailleurs, mais on peut avoir voulu dire quelque chose. Donc voilà, en gros, par rapport à mes personnages, oui, je pense prendre beaucoup de distance. Oui, forcément, on écrit sur ce qu'on a vécu, ou du moins on s'inspire de ce qu'on a vécu pour donner de la coloration aux choses, mais moi en tout cas, je veux avoir de la distance par rapport à... Je veux pas qu'on dise, tiens, c'est lui, effectivement, il se raconte là-dedans. Non, ça, c'est pas du tout mon objectif. C'est d'abord de raconter une histoire. Et... Peut-être qu'il y a qui vous souhaitez intervenir dans la salle, dans le public. Si vous souhaitez, n'hésitez pas. Non. Moi, j'attends de les lire. Ah, ok. Je ne les ai pas lus encore, donc... D'autres personnes donc, je continue un tout petit peu, parce que c'est un peu plus anecdotique, mais comme je vous disais, je cherchais des points communs entre les deux livres pour faire parler. Je trouve que la sauce prend bien. Alors, je me suis dit, tiens, en fait, les deux titres, c'est quelque chose qui tourne autour de la géographie. Donc, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est sans doute lié à l'importance des lieux, qui donnent dans le poulard, là aussi, les lieux sont toujours très importants, donc ça donne une ambiance particulière au roman. Donc, chez Ahmed, vous avez compris, c'est la campagne, c'est une bête paumée, c'est une ambiance brouillard, qui donne vraiment un ton et une atmosphère vraiment très très spéciale, et qui est complètement en phase avec ces personnages qui sont pareils aussi très troubles, et avec chacun ses zones d'ombre, etc. Rue Legendre, donc le titre Yves, c'est donc également là aussi l'importance des lieux, donc vous en avez parlé au début, et surtout ces lieux sont très présents dans le roman, notamment on a les trajets en voiture, on a avec différents protagonistes quand on va de Rennes à Paris ou à Lille, etc. Et donc je me demandais si c'était quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui relève du polar, mais voilà, c'est important de situer les choses, en fait, de les ancrer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cet aspect-là?
Alors, sur l'ancrage de la rue Legendre, oui, parce que je l'ai déjà expliqué au début, c'est une rue qui est très connue donc des sapeurs-pompiers du nord de Paris. C'est une rue en plus qui s'étend vraiment de l'avenue de Saint-Ouen jusqu'à quasiment le parc Monceau. Donc elle unit vraiment les quartiers populaires et les quartiers, j'allais dire, plus aisés de la capitale. Et on voit la progression de cette rue. Alors, quelqu'un disait à midi qu'on avait fait beaucoup de travaux dans la partie populaire et qu'elle était maintenant rénovée. Enfin, moi, j'y suis allé encore il y a quelques temps. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travaux. J'y suis allé il y a 2 ou 3 semaines. Mais on sent encore quand même qu'il y a vraiment cette progression. Donc cet ancrage de la rue Legendre est vraiment, je dirais, c'est un choix voulu. Après, bon, la partie géographique de l'histoire, c'est-à-dire Rennes, Paris et Lille, ça c'est pour les besoins de l'intrigue et c'est lié étroitement à l'intrigue que j'avais construite. Donc il n'y a pas particulièrement d'ancrage derrière. Mais par contre, la rue Legendre, oui. Et puis pour ce qui est du titre, alors c'est vrai que je trouve que le titre d'Ahmed est très poétique. Le mien les moins, mais il y a une part de choix entre guillemets musical. Et ça m'appartient. On jugera si oui ou non. Je me suis planté, mais je pense que dans un titre, c'est comme quand on veut proposer un morceau de musique, un chanteur propose un morceau de musique, il le propose parce qu'il a eu envie de le chanter comme ça, etc. Et puis après, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, donc le titre Rue Legendre me plaisait, indépendamment du fait que ce soit un ancrage nécessaire pour mon histoire. Voilà. Le choix du titre ou la géographie? Les deux. Je commençais par la géographie. Donc l'histoire, elle se passe vraiment dans un endroit très particulier. C'est vraiment une unité de lieu presque pour moi. Il n'y a pas beaucoup de déplacements dans mon histoire. Pratiquement pas. Je crois pas. Donc ça ouvre sur le bouquin, il ouvre sur l'arrivée de Lotfi, le flic, sur la scène où on a découvert le corps du gamin qui avait disparu 3 jours avant. On ouvre là-dessus. C'est vraiment du policier typique. Rien de mystérieux là-dedans. Le lieu, donc je l'ai expliqué par la météo. Je le voulais là. J'ai dû inventer. Le titre, c'est très bien. Vous avez vu que c'était extrait de la Marseillaise. J'ai fait exprès ce titre-là, j'ai eu du mal à le trouver. Je voulais pas un titre. Je voulais un titre en lien avec ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai mis en incise le couplet 5 et tous ces tigres sans pitié qui déchirent le sein de leur mère. Ça, c'est dans la Marseillaise. J'ai lu toute la Marseillaise, il y a des couplets qu'on ne connaît pas. Il y a un couplet des enfants, par exemple. Il y a un couplet qui a été interdit pendant la Révolution. Il y a plein de couplets comme ça. C'est super long. Et c'est vachement intéressant. Et le coup des tigres qui déchirent le sein de leur mère, c'était vraiment l'image qui m'a sauté dessus quand j'ai fini mon livre. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de parler de la France périphérique perdue, mais il s'agit de parler d'un combat fondamental, qui est un combat idéologique. C'est-à-dire que vous avez des Français qui vont partir au djihad, hein, parce que la problématique, elle est là pour moi. C'est des Français qui partent au djihad et qui partent pour une idéologie. Et vous avez eu en même moment des Français, d'autres Français, qui sont partis combattre les premiers, ceux qui sont partis faire le djihad. C'est-à-dire qu'il y a eu, on n'appelle pas ça des milices, c'est pas des mercenaires parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils payent leur matériel, ils payent tout, ils sont accueillis en Irak et dans les régions kurdes pour aller défendre les chrétiens d'Orient. C'est ça l'histoire. Et je me suis imaginé une seconde se retrouver ces gens-là, ces Français qui sont venus défendre les chrétiens d'Orient, face à d'autres Français qui sont venus pour Daesh. Voilà. Et là, la question. Ils s'entretuent à 5000 km de chez nous. Ils se sont entretués à 5000 km de chez nous. Enfin, on s'est entretués à 5000 km de chez nous.
Elle est là la question. Peut-être que même sans avoir lu les livres, c'est des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir. Parce que, n'hésitez pas. Ouais, je vais peut-être attarder à conclure, en tout cas, par rapport à tout ce que tu as dit, là, justement, sur, ça m'évoque en fait beaucoup de choses. Et surtout, je voulais terminer par le style, en fait, le style d'écriture. Et je trouve que, étant donné le sujet en fait, que tu abordes, quand tu viens de parler, c'est clair que voilà, c'est grave et on sent que c'est des choses dramatiques, puissantes, etc. Et je trouve que vraiment le style que tu as développé, et puis là, dans celui-là, il est vraiment, c'est vraiment super. Il y a vraiment des passages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de bon, ça se fait pas, ça fait bon, moi je suis une amatrice, donc j'aime. Bon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que vraiment il y a beaucoup de puissance en fait, dans le style, et puis il y a de, je dirais pas de l'humour, mais de l'humour noir, on va dire. Il y a beaucoup de traits saillants qui on se les prend quoi, en pleine poire, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller la lecture donc, des romans d'Ahmed, évidemment de celui-ci. Et je voulais terminer avec Yves. Alors j'ai lu un petit passage tout à l'heure de la vie d'Ahmed, donc je vais lire un petit passage de votre bouquin, si vous êtes d'accord. Alors c'est un petit peu lié. C'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance du passé en fait chez le héros Étienne et donc voilà, c'est cette question du passé qui vient revisiter le présent. Donc j'ai deux petits passages. Elle se tut et ils restèrent sans parler de longues minutes. Ce qu'Étienne venait d'apprendre faisait tomber brutalement l'image qui lui avait servi de cadre pendant toute son enfance. Une mère aimante et qui allait toujours parler de son père comme du seul homme qu'elle eut dans sa vie. Sa raison ne parvenait qu'à grand-peine à accepter ce revirement du passé, cette révélation qui non seulement arrachait les couleurs joyeuses de son enfance, mais heurtait le fond des convictions de droiture qu'il s'était forgées. Donc ça c'est le premier petit passage. Est-ce que quelque chose à dire? Non. Donc je trouve que c'est très beau et que surtout ce passage-là, en fait, il reflète vraiment en fait ce qui semble se passer en fait chez Étienne. Donc, finalement, ce qui va se passer et face à quoi il va devoir faire face avec la découverte de ce que je ne dirai pas puisque c'est le secret à garder. Et juste une page après, je lis un autre petit passage. Ce secret bien gardé pour qu'Étienne n'ait jamais à souffrir de la destruction de l'image qu'il s'était construite, elle, donc c'est sa maman, elle l'avait portée comme une couronne d'épines, comme une douleur permanente avec laquelle elle s'était habituée à vivre. C'était un fardeau qui avait développé chez elle un sentiment permanent d'isolement, la sensation d'évoluer dans un monde hermétique qui la rendait si différente de tous les autres, comme de toutes ces femmes qu'elle fréquentait maintenant à son club de bridge. Pourtant, en même temps qu'elle se libérait de ses souvenirs, elle ne supportait pas de voir son fils dans cet état et accusait intérieurement une terrible souffrance. Donc, si après vous voulez réagir, c'est simplement ces deux petits passages pour montrer voilà, ce qu'on peut trouver en fait dans la littérature policière. D'accord. Donc en fait, je dis ça parce que souvent, les gens qui ne se sont pas encore mis à la lecture du polar viennent et nous disent non, moi j'ai pas le polar, non, ça franchement, non, c'est pas possible. Bon ben, détrompez-vous en fait, là, c'est la vraie littérature. C'est la vraie littérature. Et il y a, voilà, je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit, mais il y a une variété en fait de sous-genres. Sous-genres, c'est pas du tout péjoratif, même des genres en fait divers au sein de la littérature policière, avec des narrations, des structures narratives très particulières, etc. Avec donc des personnages comme ça, très denses, qui ont une personnalité, une psychologie que les auteurs de polar, dont les auteurs de polar s'emparent et
Et c'est souvent un régal. Donc je ne peux que vous conseiller de vous mettre à lire la littérature policière, notamment de nouveaux auteurs ici réunis. Je vous laisse le dernier mot, peut-être, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Non, simplement, ça m'a fait sourire que vous choisissiez ce passage parce que, en fait, sans raconter la vie, je suis issu de la petite paysannerie bretonne, des petites fermes perdues à 12 vaches, je dirais, voire moins. Et donc j'étais très marqué par ce que j'ai connu dans mon enfance lorsque je retournais dans les fermes, par cette piété populaire. Après, on en pense ce qu'on en veut. Quand je montais à l'étage, j'entendais ma tante qui faisait sa prière, qui récitait les Genoux Salut Marie, etc. Et encore une fois, on en pense qu'on en veut, mais les faits sont là. On a une petite paysannerie bretonne qui, il n'y a pas si longtemps que ça encore, était très pieuse. Donc forcément, on est marqué par ça. Et dans le roman, il y a forcément des emprunts à cette culture. Tu veux ajouter quelque chose? Parce que j'ai fait à peu près Je trouve que c'est très bien, c'est bien présenté. Merci Roxane pour avoir animé ce débat. Merci à Yves de nous raconter cette histoire. Merci effectivement, parce que je suis très étonné par l'analyse que vous en avez faite, qui est approfondie, voilà. Et puis merci à Ahmed aussi pour son roman que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est parfait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.